Arrêtez de vous reproduire. Vous êtes des animaux. 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 Vous allez crever. J'aurais bien vu sur grand écran. Oui, je l'ai préparé. Meilleure intro de l'histoire de l'émission. Boum. Bonjour et bienvenue sur grand écran, l'émission cinéma de RCN. Et oui, vous écoutez du Mister Oiseau. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une spéciale Quentin Dupieux grâce à sa sortie du film le même jour, Le Dain, le 19 juin, bien évidemment, qui a été présenté d'ailleurs à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. En film d'ouverture de la quinzaine. Exactement. Bonjour Sébastien, comment tu vas ? Bonjour Roland, ça va bien et toi ? Ça va bien. Formidable. Il fait chaud, il fait beau, il fait La du pieux. vie est donc comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. Très bien. Monsieur Oiseau, Claude François, en moins de 5 secondes. Je suis absolument émerveillé pour ces 3 premières minutes d'émission. Car oui, donc on va faire donc une émission spéciale Quentin Dupieux et non pas Claude François, quoique ce serait marrant. Mais non. Claude François au cinéma. Ouais, Claude. Et Claude François au cinéma, y a rien comme sa carrière. Voilà, fin d'émission, on se retrouve la semaine prochaine. Oh, si on peut trouver une scène avec une ampoule quelque part. Du coup, on va donc faire notre spécial Quentin Dupieux et déjà commencer par l'homme en lui-même, ce bon vieux Quentin Dupieux, parce que à la base, il faut quand même le reconnaître, c'est un artiste multitâche, reconnu tout d'abord comme compositeur DJ sous le pseudonyme donc de Monsieur Mister Oiseau. dans Prononcé le- Mister Oiseau. Mister c'est Oiseau, vrai, tu as exactement. Ouais. Dans le milieu donc de la musique électronique. Alors, il va réaliser ses propres clips, notamment Flat Beat, donc peut-être l'un des morceaux les plus connus. Oui, bah voilà, avec la fameuse aussi mascotte, même je dirais l'alter ego, donc Flat Eric, donc cette espèce de toute petite peluche jaune. Qui fait un bruit électronique absolument bizarre quand il parle. Il va même d'ailleurs réaliser les pubs Levi's avec son propre personnage, donc c'est à dire à quel point le mec aussi a facilement développé tout un univers aussi musical déjà à la base, plutôt que faire un univers tout de suite très cinématographique. Ça va arriver finalement sur le tard, mais il va commencer déjà par la musique. Par la musique, ouais. Et il a commencé avec pas n'importe qui, le monsieur. Il a commencé sous l'aide de Laurent Garnier, quand même. Exactement. Qui est un des grands patrons de la techno française, de la techno au monde d'ailleurs. Oui, je suis reconnaître comme ça. Et il a fait ses premières armes et il a entendu ses premiers conseils de Laurent Garnier. C'est pour ça, au tout début, voilà, Quentin Dupieux ne vise pas du tout le cinéma, va plutôt vers la musique, le son, avec ses premiers tubes. Mais il a déjà été quand même reconnu, enfin il a quand même déjà touché un petit peu, on va dire, à la réalisation ou à des tournages, car il a fait ses premières armes de réalisateur dans l'équipe de tournage et des clips Midi-Minuit, donc de l'équipe de Michel Gondry, et finalement va signer avec le label Fcom par exemple PAS, donc de musique électronique, sous le pseudonyme donc de Mister Oiseau, grâce à sa rencontre avec Laurent Garnier. Et finalement il va reconnaître un succès donc grand public avec notamment Flat Beat, donc qui est sorti en 99, qui a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, et numéro 1 des ventes dans de nombreux pays, notamment en Angleterre et en Allemagne. Donc c'est déjà le gars est reconnu quasiment au niveau international, c'est pour ça qu'il va pouvoir faire les pubs pour Levi's et continuer à se développer en termes de réalisateur. Tout simplement. Mais ces compositions, pour revenir un petit peu vite fait sur la musique, ces compositions, elles sont surtout fondées par le côté, en fait, sur comme il le dit lui-même, l'inécoutable envie de stopper la track. Donc, c'est-à-dire, ce morceau est tellement énervant que j'ai envie de l'arrêter, mais je vais le continuer à l'écouter. Il avouera lui-même, d'ailleurs, dans le magazine Tsugi du numéro 31, daté en juillet 2010, d'articuler ses créations autour d'un grand n'importe quoi, et notamment alors ça c'est vraiment utilisé en fait totalement au hasard certains sons grâce au logiciel de musique Ableton. Ah bah tiens, oui bah évidemment, voilà. Évidemment. Et encore, je trouve que Flat Beat et là celle qu'on vient d'écouter, je sais plus comment elle s'appelle le nom.
C'est pas Vous êtes des animaux, du coup, je ne sais plus. Et si, je crois que c'est vous. Non, c'est un autre nom. Bref, elles sont encore accessibles. Hein. C'est pas le. Ah oui. Celles-là, c'est vraiment celles qui sont le plus vendues. Et sinon, le reste, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. D'ailleurs, Et toi, tu l'as vu en concert. Pour parler d'une anecdote, moi, je l'ai vu en concert, Mister Oiseau. Et effectivement, sa ligne directrice de concert, c'est vraiment le grand n'importe quoi, de foutre le bordel. Il vous balance un son, vous commencez à capter le rythme, tout le monde est là pour s'amuser, s'ambiancer. Surtout qu'avant, il y avait eu un autre set techno, pas du tout dans le mode n'importe quoi, mais quelque chose de vraiment dansable, en fait, d'écoutable. Et lui, il arrive, il te balance un rythme, et une fois que les gens sont habitués à ce rythme, paf, il te casse ça, il t'emmène ailleurs. Et on a vu tout le long des gens qui étaient comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment on danse ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'était hilarant à regarder, quoi. Tous les types qui n'avaient pas l'habitude d'entendre du Mister Oiseau, peut-être qu'ils connaissaient même pas, qui y sont allés. Je pense qu'il y en a pas mal qui y sont allés pour avoir le truc. J'ai été voir Mister Oiseau en concert, mais ils s'y attendaient pas, quoi. C'est pas possible. Et le type ne fait que de la rupture de rythme, de ton tout le long, quoi. C'est ça, cette rupture de ton, en fait, va avec sa construction du gimmick, en fait. Faire du contemporain sans spécialement chercher du sens dans ce qu'il entreprend. Et selon lui, donc, il n'a rien de plus beau dans l'art que de ne pas réfléchir, ce qui va être finalement son leitmotiv sur n'importe quel type de travail artistique que l'on va retrouver forcément après dans le cinéma. Alors il va même tester ses capacités en fait de réalisateur sur un film qui est jamais sorti en salle également, non-film qui est sorti donc a été terminé en 2001. Difficilement racontable, c'est une mise en abîme d'un tournage, d'un personnage qui se retrouve échoué quelque part et en fait il se rend compte qu'il est si je crois qu'il est le réalisateur, enfin je sais plus très bien. C'est un étonnant premier long métrage assez méconnu. Il est libre accès sur internet, vous pouvez le trouver je pense facilement sur YouTube et sûrement Dailymotion mais aussi Vimeo. Donc dans le cinéma de Dupieux en fait qui suit une tendance finalement d'une cohérence assez folle. Qui va être finalement un réalisateur complètement à côté de ce que l'on peut voir dans le paysage du cinéma français. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'avec Non-Film, on sent déjà son envie de taper dans le méta, mais le méta complètement absurde du non-sens, quoi. Comme il l'appelle avec Non-Film. Après, voilà, on est à ses débuts. Le type a envie d'explorer des choses. Il y va un peu frontalement. Je veux dire, même le titre en tant que tel, Non-Film, on va pas vous montrer un film, mais un non-film, qui reste quand même assez grossier et démonstratif comme technique d'aborder l'absurde et qui après va gagner en subtilité au fur et à mesure de ses films. Voilà. Oui, totalement. Et puis du coup, en fait, il va quand même. C'est ça la particularité du Dupieux, c'est qu'il va jamais arrêter une de ses capacités, donc en tant que compositeur DJ et réalisateur de l'autre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, il va réussir à fusionner, on va dire, les deux. Ça va prendre du temps. Finalement, ça va prendre vraiment peut-être même un petit peu de temps, parce que Non-Film est sorti en 2001. Et son vrai peut-être premier film, c'est donc de 2007. Son long métrage, parce que Non-Film est un court métrage de 44 minutes. 44 minutes, moyen. Moyen métrage, oui. Si on joue sur les termes du principe, oui, c'est un moyen métrage. Mais finalement, son premier véridique long métrage, donc c'est Steak, et c'est seulement en 2007. En 2007 seulement. Voilà. Mais encore aujourd'hui, il continue de produire. Il y a un disque de lui qui est sorti il y a 2 mois. Le Dain sort aujourd'hui. Hein ? Je crois que c'est un EP. Ouais, c'est un EP qui est pas terrible d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'en fait, généralement, il y a toujours quelques morceaux qui sortent avant ou juste après un projets musicaux. Et il a toujours des sets de concert. Enfin, je me souviens quand je l'ai vu en concert, moi, il avait, je crois qu'il rentrait en post-prod du Dain, quoi. Et ça l'empêche pas d'aller faire des tournées de sets à côté, quoi. Totalement. Et finalement, donc, on va vraiment voir avec Steak et avec ses prochains films cet univers qui va vraiment développer là-dessus et le côté même du terme propre, je pense, qui représente à perfection son univers, c'est l'absurde. Et pour le coup, on va faire une petite pause BO juste avant. Donc Steak, un morceau donc, de Mister Oiseau, Sébastien et Sébastien Tellier.
Et voilà, donc c'était un morceau de Mister Oiseau, Sébastien et Sébastien Tellier. Et comme quoi, il n'y a pas Kavinsky dedans, mais il y a Kavinsky dans le film aussi, parce que forcément, toute la bande de Headbanger Records se connaît très bien. Ouais, c'est toute la bande et se retrouve dans ces films. d'électro française de début 2000, Exactement. des années 2000 qui ont rejoint. Enfin, underground en tout cas, parce que t'avais Oui, pas les et- grands noms. Oui, bah forcément, c'est assez underground. On parle pas j'ai Des- oublié du nom. Des autres. David Guetta, voilà, Ah, j'avais oublié le Il l'a nom. prononcé. Oui. Ça y est. fin L'homme à la d'émission. composition à une seule touche. Donc on va donc revenir vraiment sur le projet en lui-même de Dupieux dans ses films, et c'est vraiment ça, c'est le voyage en absurdie. C'est un univers particulier, cryptique et absurde. Dupieux se réclame vraiment non-sens. Il suffit de voir par exemple l'ouverture de Rubber, Le policier. le Horizon déclamé par un policier face caméra dans le prologue de Rubber, qui forme très certainement l'une des clés de voûte principales de l'univers du bonhomme. Tant cette prose, en réalité pleine de sens, peut s'apparenter à un manifeste, le film que vous allez voir est un hommage au non-sens. Conclut même le shérif, donc philosophe, à moitié philosophe, je dirais même plutôt, en terminaison avec une tirade totalement inspirée. Mais ça va continuer quand même plus tard, après dans ces films, le côté non-sens, même si ça va rester très nuancé dans certains films. Notamment Wrong, film sorti en 2011, qui a un côté un petit peu plus touchant en fait dans son travail. Mais pour revenir sur Rubber, je trouve que c'est vraiment la clé, comme tu dis, de tout le cinéma de Dupieux, ce monologue de début. C'est-à-dire qu'on a un flic qui arrive avec la dégaine d'un flic, le costume d'un flic américain, vraiment la gueule en plus, hein, Et l'acteur... il sort pas du véhicule, pas par un... Non, il sort par le Il coffre. sort par le coffre. Il sort par le coffre du véhicule, donc là il y a la surprise qui vient de là, effectivement, et le type vient simplement te parler de non-sens, mais pas dans le terme philosophique du truc, non, simplement, bah regardez, dans tel film, pourquoi l'extraterrestre dans E.T. est marron, aucune raison, il dévoile tout ça. Et du coup, tu as vraiment l'absurde de ce qui se passe à l'écran et aussi le côté méta qui ressort. Et il y a aussi un truc que je trouve très important chez Dupieux, c'est qu'il a cette manière de s'attarder sur des détails auxquels le cinéma n'a pas l'habitude de s'attarder, tu vois. Il y a vraiment, et en tout cas quand il fait des comédies, et c'est notamment le cas, on en reviendra pour Réalité, et surtout Au Poste, dans Au Poste, il a une manière de s'attarder, de faire durer des choses qui ont l'habitude d'être en ellipse dans le cinéma comique, quoi. Et lui va vraiment chercher dans les choses qui ne sont presque pas intéressantes en fait, qui pour le spectateur dit passe à autre chose, c'est bon, on a fait avancer l'intrigue. L'intrigue, il s'en fout, il n'y a pas d'intrigue de toute façon. Donc voilà, cette scène-là de Rubber est vraiment la clé de tout ce qu'est le cinéma de Quentin Dupieux. Oui, l'intrigue de Rubber, si on peut expliquer, il y en a vraiment une ou pas. C'est en fait l'histoire d'un pneu qui devient vivant et en fait tombe amoureuse d'une femme et va visiblement être, on va dire, plus ou moins jaloux de tout ce qui l'entoure et va vouloir les tuer par sa télépathie. Voilà, et ça c'est très linéaire comme va dire, hein, Voilà. et c'est la manière de la raconter parce qu'en même temps vous avez les spectateurs qui sont déjà bien représentés, qui jouent le rôle de spectateurs dans Voilà, le film, c'est le avec des jumelles. Voilà. De loin, qui se font tous massacrer à Et la d'ailleurs, fin. cette présentation dès le début des personnages-là. Ouais, complètement. Alors que c'est même pas le pneu qui commence. Hein, c'est... Non, le pneu, on le voit pas Juste tout de après. suite. Hein. Ouais, juste après. Il y a d'abord le flic qui présente le No Reason. Et ensuite, tu as les spectateurs. Et effectivement, ça va être à base de gros méta. Et quant à Dupieux, reste quand même assez lisible. Enfin, Rubber reste assez lisible. Il a juste pas du tout des codes de narration et de manière de filmer conventionnelle. En revanche, il aime jouer sur les codes de narration pour prouver cette absurdité, en fait. Mais le film est très clair en vrai, c'est-à-dire que vous avez ça, voilà, côté métal, les spectateurs sont là, on les présente comme tels, le pneu on le voit apparaître, et ben voilà, il tue, on voit, enfin tout est montré en fait, c'est juste la manière de raconter qui n'est pas du tout conventionnelle. C'est ça. Car l'absurdité en fait, chez Dupieux, c'est également en fait un élément de contagion. Wrong, donc sorti en 2011, l'absurdité du quotidien est en fait est bien réglée. L'absurdité du quotidien en fait se voit à travers le personnage principal. Tout ce qu'il fait finalement, il y a un côté complètement absurde, alors qu'il a un côté très linéaire, une vie quasiment comme la nôtre. Il a une maison, il a un jardin, il a un travail, enfin il avait un travail, parce que voilà tout le principe même du début du personnage, quand on voit la façon dont il se présente, il a perdu son chien, donc il est un petit peu dégoûté et il le retrouve pas, mais du coup il a quand même des obligations à faire, donc il va à son travail, et en fait à son travail, déjà le côté absurde de la chose, c'est dans une compagnie de voyage, donc il fait très beau, il fait très chaud parce qu'on est en Californie je crois, et à l'intérieur il pleut. Et il va à son travail, il commence à travailler, et pourtant on apprend qu'il a été viré il y a 3 semaines.
Donc on Mais, voit en fait ce côté où l'absurdité du quotidien, en fait, cette volonté aussi de montrer cet attachement aussi au quotidien qu'on va avoir. Ben, c'est ça, contrairement à Rubber qui est un gros qui s'éclate dans le film de genre complètement, Wrong est très particulier dans la manière où il aborde la mélancolie et la fatalité du quotidien, vraiment comme tu dis. C'est un homme qui, malgré toute l'absurdité du monde, en reste à cette tragédie pour lui du début où il perd son chien. Et après, il va rencontrer effectivement, il y a des lieux, mais qui sont tout à fait normaux et concrets c'est ça. pour lui, comme dans n'importe quel Mais film il y a de une Dupieux. énorme touche d'absurde Mais là, qui arrive de nulle part. il est prêt à accepter n'importe quelle absurdité qui lui vient. Et c'est le personnage le plus, le plus normal de toute la filmographie de Dupieux C'est ça. dans Wrong, quoi. Et vraiment, il y a quelque chose de lancinant, de très... d'assez tragique tout le long, hein, pour ce personnage-là. Et l'absurdité n'est pas là pour parler de choses méta comme dans Rubber ou d'appuyer, juste appuyer le ressenti du personnage, en fait. Ça va être un peu une éponge, le personnage, à tout ce que nous, spectateurs, on reçoit de l'absurde dans les séquences. Une espèce d'empathie en fait sur ce personnage sur qui il arrive plein de choses. Et également, il y a des côtés très très absurdes qui n'auront jamais d'explication, et normal chez Dupieux. Par exemple, comme la scène aussi où avec son jardinier, donc campé par Eric Judor, qui donc en fait se rend compte que son platane a été transformé en sapin. Il y a pas d'autre explication là-dessus, c'est juste c'est devenu un pin. Et voilà, son chêne est devenu un pin. Mais parce que chez Quentin Dupieux, on est dans une fiction, on est dans du cinéma. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas réfléchir. Il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est le principe même de la suspension la suspension d'incrédulité, qui lui la bafoue. Alors lui, il va très très loin dans la suspension. C'est son leitmotiv. Mais à partir du moment où c'est sur un écran, tu l'acceptes comme tel. Point. Il a son univers à lui, et tu n'as pas à expliquer pourquoi ça devient un sapin. Parce que le film te le dit. Point. Tu n'as pas à aller plus loin. C'est juste qu'en fait la particularité de Wrong, ça joue vraiment sur le côté aussi très, on va jouer sur le côté normatif de la chose, le côté personnage, sa vie et tout ce qui s'ensuit, qui peut être forcément faire écho avec le spectateur, et le côté absurde qui arrive. On va dire soit avant, soit pendant, soit après sur certaines situations. Donc par exemple l'enlèvement du chien, ça se déroule avant. On voit les transformations qui se déroulent à côté de lui, notamment l'arbre chez lui. On a les conséquences après aussi, notamment avec le personnage donc de William Fichtner, qui en fait on apprend qu'en fait il a une société en fait qui sert à promouvoir l'attachement entre les animaux et les humains. Donc en fait, il enlève les animaux pour qu'en fait les humains soient vraiment tristes, pour comprendre qu'ils soient vraiment attachés à la bestiole. Mais comme le dit par exemple aussi le shérif de Rubber au tout début, il le dit lui-même, notre vie elle-même est faite de non-sens. Exactement. Donc voilà. Mais je trouve que du coup, Quentin Dupieux est parmi les cinéastes les plus importants en termes de contre-culture française, en tout cas. C'est-à-dire qu'on a tous les jours, tout le temps, des comédies françaises qui sortent et qui se veulent dans un univers réaliste où tout doit être expliqué, tout doit être bien propre, mais qui délivrent des messages qui, eux, sont beaucoup plus complexes, mais qui ne mettent pas en avant la complexité. Voilà, parmi ceux-là. Mais même des plus petites, quoi. Il y a quelque chose de, on met en avant des idées, des choses, des situations, des personnages qu'on veut réalistes, mais qui, dans la réalité, sont bien plus complexes. Mais on ne met pas en avant cette complexité. Là où Dupieux prend la chose complètement à l'envers, c'est que il ne veut absolument pas mettre ses personnages dans un univers réaliste. Par contre, il va parler de choses beaucoup plus universelles et amener le spectateur à constamment se poser des questions sur ce qu'il regarde, comment il doit recevoir ça, et tout simplement, est-ce qu'il doit le recevoir en fait? Voilà, c'est ça. Et c'est ça sa plus grande particularité, c'est que dans quasiment tous ces longs métrages, que ça soit Steak, Rubber, Wrong Cops, Réalité, Au Poste, voire peut-être même, je pense aussi, Le Dain, c'est en fait Dupieux fabrique en fait un monde qui lui est propre, et qui fonctionne ni plus ni moins comme un miroir déformant du nôtre. C'est-à-dire c'est pas totalement le nôtre, il y a toujours une particularité très proche qui va montrer aussi une certaine cadence particulière. On parlera du rythme des films après, mais c'est surtout en fait il y aura un élément assez fondateur. Par exemple dans Wrong Cops, le début du film, il explique donc dans un futur proche la criminalité a baissé. Les flics se font chier, c'est ça plus ou moins. Donc du coup en fait, finalement les éléments perturbateurs, c'est les flics eux-mêmes. Dans Steak en fait c'est cette espèce de duo de potes en fait, dont un va rentrer dans une frate
et l'autre va vouloir absolument faire la même chose, quitte à se faire charcuter la gueule. Il y a plein de choses comme ça. Dans la réalité, le film va beaucoup plus loin dans la réalité, parce que c'est même très difficile d'expliquer ce film, parce que je ne pourrais pas, peut-être pas. je ne pourrais pas en parler à fond là-dessus, parce Mais que c'est juste un réalisateur qui veut réaliser un film et qui cherche le cri parfait. Voilà, il y a ça quelque s'arrête chose. là. Mais ça dure, on va dire, allez, 15 minutes du Oui, film. mais il s'en amuse parce que même encore aujourd'hui, Dupieux, quand il parle du daim, on lui dit, alors ça parle de quoi le film? Et il est là, il dit, bah, ça parle d'un homme et son blouson et ils ont un projet. Oui. Point, c'est tout. Et évidemment qu'il va se passer Ça plein de parle d'un choses. quadra qui a une idée folle d'acheter un daim et ça va le transformer plus ou moins. Et il en a rien à foutre. Je veux dire, je l'ai entendu encore à la radio parler de son film. Il te dit ce qui va se passer à la fin, il te dit il en a rien à foutre. De toute façon, c'est pas l'intrigue qui compte dans un Dupieux, c'est vraiment le ressenti que tu as devant le film. Et Wrong Cops, là où il est particulier, et c'est là où je vais mettre une note un peu plus négative sur Wrong Cops, qui est vraiment le plus faible, un des plus faibles, je trouve, de Dupieux, c'est-à-dire qu'il y a un côté film à sketch que toi tu trouves assumé et tant mieux, oui. et c'est vrai qu'il est assumé. En revanche, par rapport à un Rubber et un Wrong, il raconte pas grand-chose de plus que l'absurdité de ce qu'il y a à l'écran, tu vois, ça ne va pas vraiment plus loin. Ah bah non, il suffit de voir par exemple la séquence à la fin avec Ray Wise, donc le chef de la police, qui a un enterrement, j'en dis pas plus, mais absolument fantastique. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi qu'il va prendre un certain casting. Alors c'est vrai que c'est un réalisateur à la base expatrié. Oui. Il faut quand même le signaler. Steak, Rubber, Wrong Cops et Réalité ont été tournés à l'étranger, notamment la plupart du temps aux États-Unis ou au Canada. Et c'est seulement à partir de Post que c'est son premier film français tourné en France. Parce qu'il n'avait pas les moyens de faire ses films en France. Et voilà. Encore une fois, voilà. On est toujours sur Voilà, le il faut cinéma quand même le underground français. Parce qu'il faut quand même le signaler, c'est que la France n'aime pas des films à la démarche surréaliste où la réalité reste vecteur de gêne, parce qu'il faut également le qualifier dans ce genre de film. Dans Wrong, si on en a parfois l'impression de passer de l'autre côté du miroir, à ce titre, l'affiche qui montre d'ailleurs l'une des images du film inversée est une mise en image métaphorique évidente du projet, mais plus encore du cinéma de Dupieux en tout entier. Il s'agit quand même moins pour Dupieux de convoquer la société américaine que de s'inventer dans son propre pays, un espèce de nulle part, comme il le qualifie parfois. Quoi de mieux que d'utiliser finalement les États-Unis, un gigantesque plateau de cinéma, pour créer les fondations d'un monde totalement imaginaire, voire parallèle. Car il n'existe finalement probablement pas d'autre pays au monde qui n'ait jamais autant servi à représenter un cinéma d'un autre pays, d'autres endroits et mondes qui restent soit réels, soit imaginaires. Et c'est vrai que finalement en France, il va tourner ça à Arcachon, on voit pas la différence. c'est ça aussi, il faut quand même le signaler. Ouais. Parce qu'il y a un certain imaginaire avec le cinéma américain. Il y a le côté onirisme de la chose qui est très présent dans le cinéma américain. Et grâce à d'autres réalisateurs contemporains, je pense par exemple à Tim Burton dans Edouard de Mar d'Argent, qui va dire « je vais prendre le contexte des suburbs, donc des quartiers suburbains américains, et en faire un espèce de conte macabre. » Complètement. Mais après, en France, il y a le côté exotique des États-Unis. Je serais très curieux de voir comment les Américains ont reçu les films de Dupieux. Bon, vu les chiffres qu'il a fait, ils l'ont pas beaucoup reçu, mais non, ceux parce qui qu'il a l'ont vu, quasiment pas été distribué aux États-Unis. Il faut faire attention aussi. mais ceux qui l'ont vu, je serais curieux parce que nous, il y a un côté aussi exotique. Tu vois, Rubber, tu as les grands espaces désertiques qui sont là, qui font très western en fait là-dedans. J'aime beaucoup le dernier plan de Wrong aussi, où c'est un long travelling avec le véhicule qui est en fait sur la grande voie salée en fait au-dessus du Nevada. Donc c'est une grande voie en fait qui sert beaucoup pour les courses de dragster, pour les courses de vitesse. Mais donc en fait c'est un paysage totalement lunaire et je trouve ça assez beau d'avoir terminé là-dessus, quoi. Complètement vide, complètement blanc, il y a rien du tout, juste lui et sa voiture. Et c'est un des plus beaux plans de Dupieux, complètement. Mais du coup je serais très curieux parce qu'en France il y a aussi ça. Après on va y venir. Qu'est-ce qui se passe quand il revient en France, Monsieur Dupieux? Eh oui, totalement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est pareil, il engage beaucoup d'acteurs américains aussi, dans les films Rubber, Wrong et C'est Wrong pas pour rien Cops, aussi qu'il prend des acteurs aussi qui ont une certaine gueule. C'est ça la particularité que j'adore aussi beaucoup avec ce genre de personnage. Enfin, on en parlera un petit peu après, parce que quand même on va parler sur le côté réalisateur qui prend des risques. Mais il aime bien aussi prendre, par exemple, j'ai parlé de Ray Wise, donc qui est reconnu parce qu'il a joué le père de Laura Palmer dans Twin Peaks, mais dans le même film, il y a également celle qui joue la mère de Laura Palmer. Donc on voit le côté
côté lien aussi qu'il aime bien. Hyper qu'il aime bien jouer là-dessus. référencé, bien sûr. Oui. Hyper référencé. Mais rien que dans Rubber, hein, les références, tu peux les compter. Hein, et t'en auras pour un moment. Mais c'est vrai, beaucoup de second couteau et de gueule, quoi, C'est ça. Dupieux. C'est vraiment les types qui sont presque à son même niveau, en fait, tu Oui, vois. oui. Ça marche, ils font des trucs, mais ils seront jamais Ça, reconnus. on en parlera quand même un petit peu plus après. C'est vrai que je voudrais juste terminer cette partie-là. C'est sur le côté potache et premier degré, qui est balancé de façon constante. Alors dans Wrong Cops, ça se voit à la perfection. C'est peut-être pour ça que je l'aime plus que toi, en fait. Ouais. Mais tout est offert sur un plateau dans Wrong Cop, c'est ça que je trouve dommage, quoi. Il y a certaines particularités chez Dupieux où c'est genre, je vais te faire un film con, mais intelligemment con. C'est-à-dire que je vais pas aller, je vais te faire un film où les personnages vont avoir peut-être des réactions assez absurdes, mais la réalisation, la façon dont il va utiliser la mise en scène va toujours être assez subtile par rapport à la condition des personnages. Ouais, mais le problème que j'ai avec Wrong Cop, c'est que le pitch de base de la criminalité n'existe pratiquement plus et ils se font chier. Il y avait tellement à faire dans l'absurdité et dans le côté potage justement que je trouve qu'il se rend beaucoup trop au premier degré c'est ça, ce film. Et alors que le premier degré dans Wrong Rubber Rubber, le premier degré, je pense qu'il n'existe pas du tout. Il y a quand même un gros second degré, mais dans Wrong le premier degré marche parce que de ce dont il parle est très premier degré aussi, quoi. Il y a vraiment c'est juste la mise en scène de l'absurdité autour du personnage qui ramène au cinéma de Quentin Dupieux, mais sinon le reste on est sur une tragédie. Et Wrong d'ailleurs, je trouve, se rapproche le plus d'un cinéma de Michel Gondry, en fait. Oui. C'est celui qui s'en rapproche le plus. Wrong Cops, on a juste un film à sketch avec des gags qui sont présentés autour de l'absurde. Et encore, c'est pas le plus absurde des Dupieux, je trouve que c'est le plus accessible de tous. Avec Au Poste, et on y reviendra encore après. Mais il ne va pas plus loin, alors que ça pourrait partir vraiment dans la violence à outrance, dans l'absurde, dans le personnage qui se font chier, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dupieux l'a dit lui-même, en fait, après Wrong Cops, il a voulu passer à autre chose. Donc il va faire réalité. Et surtout avec Au Poste. Au Poste, il va également aussi utiliser une autre façon de jouer sur l'absurde. Et c'est notamment exorciser la peur de l'absurde, en fait, avec Au Poste. Donc avec le pitch du personnage de base qui est donc accusé en fait il est utilisé en tant que témoin pour une affaire de meurtre et il ne sait pas si le flic en fait l'accuse ou pas. Et vient un événement, on va dire, tragique dans l'histoire. Il va vouloir cacher un cadavre dans le commissariat. Voilà. Alors, Au Poste est très particulier. Ce qui est intéressant avec Au Poste, c'est que ça y est, Dupieux revient en France. Et il joue un peu sur le côté huis clos aussi. C'est un huis clos, quasiment un huis clos. Mais du coup, c'est beaucoup plus classique dans le cinéma. Ce qui est drôle, c'est que son retour en France, là où tu pourrais t'attendre à maintenant que j'ai pris des leçons aux États-Unis, que j'ai une certaine liberté de réal, de là, ton, il va plus faire il revient en référence France, à des Français. Il va peut-être prendre le genre là qui est le film de police français et le dynamiter de l'intérieur. Ce qui est le cas, mais pas autant qu'on pourrait s'y attendre. Il y a quelque chose de très classique, très théâtral dans Au Poste, de par le huis clos, effectivement, et de par le twist de fin, qui n'est pas un twist de narration, mais plutôt j'appellerais même pas ça un twist, en fait. C'est ok, il y a ce retournement de situation, tu t'y attendais pas, mais c'est complètement cohérent par rapport à ce qui se passe depuis le début du film. Peut-être un peu trop, je trouve que ça appuie un peu trop ce dont la thématique qui développe tout le long du film. Mais après, voilà, on a vraiment des comédiens qui sont là, on est sur du chant contre chant, et exorciser la peur de l'absurde, c'est vrai aussi de par les comédiens. J'ai l'impression que là où aux États-Unis, Dupieux n'étant pas américain de base, faisait beaucoup plus confiance à sa technique de caméra et à l'outil cinéma, en France, il fait davantage confiance à ses dialogues et aux jeux d'acteurs, en fait. Il faut dire que le territoire français en fait a été confisqué depuis des lustres par un certain cinéma qui en fait un espèce de décor naturaliste, ancré socialement et rien d'autre. Les comédies françaises, comme tu l'avais dit, en fait, sont rares à s'autoriser des écarts totalement surréaliste, absurde et cocasse, comme dans les grandes heures des années 70-80, ce qu'aimaient beaucoup faire par exemple certaines comédies où il y avait Belmondo qui jouait beaucoup sur l'action. Donc c'est pas pour rien aussi que l'affiche fait très référencer années 70-80. On a l'impression qu'en fait c'est limite une affiche d'un René Château vidéo, quoi. Ouais, bien sûr. Et même les effets d'absurde sont très théâtrales dans le film. Le coup de Poulvord qui fume sa clope et la fumée qui ressorte à l'intérieur, c'est sans
c'est sans gros artifice. C'est Cette vraiment. scène est absolument merveilleuse. Hein. Mais c'est limite si tu vois vraiment le truc qui renvoie de la fumée. Et pourquoi pas mais ça fait beaucoup plus confiance à ça. Il y a, Poulvord qui est dans un registre beaucoup plus calme et beaucoup plus bourru, quoi, je dirais. Oui, bourru. Très terre-à-terre, en tout Je dirais cas. qu'en fait, c'est quasiment un personnage qui aurait pu être très référencé. Enfin, je pense que c'est totalement référencé parce que Dupieux, en fait, je pense que c'est un réalisateur qui a vraiment voulu jouer sur. Je vais faire un cinéma en France. Je vais reprendre en fait ce qui était vraiment bien dans ce que l'on pouvait voir dans les comédies policières dans les années 70-80. Je vais vous citer Blier, je vais vous citer Le Comte avec les VCT fermés de l'intérieur. Ouais. Et voilà. Et il sait jouer là-dessus. Mais il faut savoir quand même que c'est un réalisateur qui sait quand même prendre des risques. Ça, on en parlera juste après. Une petite pause BO d'abord avec Wrong Cops, Stunt, un morceau de Mister Oiseau. C'est un morceau issu du film Wrong Cops Stunt, un morceau d'ailleurs qu'il avait, je crois, fait avec Sébastien Tellier aussi peut-être, je sais plus s'il avait bossé avec dessus. Bref, c'est pas grave, de toute manière on fait une spéciale Dupieux, donc on parle de Dupieux. Car oui, juste avant quand même on va faire une petite intercale car on a Mehdi en duplex je crois pour sa revue critique, sa revue... Bonjour, ici Mehdi Rouillère en direct de l'ashram de Châteauroux. Bonjour Roland Marotel, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Super, bonjour à toute l'équipe de Grand Écran, bonjour fidèles auditeurs. Bonjour. Ici Mehdi Rouillère en léger différé, en duplex depuis l'ashram de Châteauroux, où je pratique depuis une semaine l'assise en silence et la méditation, afin de me remettre de mes émotions concernant le film dont nous allons parler aujourd'hui. Ce film est bien sûr Jurassic Park, film de Steven Spielberg. Un film avec tellement de niveau de lecture qu'à côté David Lynch semble faire des banals films d'entreprise. Alors, nous allons rapidement passer sur le synopsis. Blablabla, il y a des dinosaures, des gens vont le visiter, c'est pas super comme idée et ils s'en vont. Pour revenir sur les
les premières impressions qu'on a bien sûr à la sortie, alors quand on l'a vu en sortant de la salle, avec nos yeux d'enfant, bien sûr, nous avons vu évidemment la critique de la société américaine par Steven Spielberg. Notamment dans Jurassic Park 2, où il y a cette phrase « les gros sont au milieu et les herbivores restent sur les côtes ». Alors là, on se doute bien en fait qu'il est en train de nous dire que en fait, au centre de l'île, il y a la Bible Belt avec les blue collars et les électeurs de Trump en fait, qui sont des carnivores, qui sont un peu des demeurés quoi, et que sur les côtes, en fait, c'est les hipsters. Donc sur Isla Nublar, en fait, on retrouve en fait tout simplement toute la géographie, la géopolitique intérieure des États-Unis qui s'exprime. Ça se voit aussi en fait dans le premier par la destruction du 4x4. Et là, on peut en déduire en fait que Steven Spielberg veut nous montrer que les États-Unis ont trop compté à un moment donné sur leur industrie automobile et que quand on voit des villes comme Seattle, Détroit ou Chicago, on se rend compte que le taux d'emploiement n'est plus optimum et qu'il va falloir changer d'économie et passer au tout numérique, ce qui est le propos de Jurassic World. Donc on voit une vraie cohérence dans cette saga finalement qui ne nous apparaissait pas de prime abord. Mais délaissons du coup cette évidence pour se poser d'autres questions. Je pense notamment à l'angle nietzschéen dans lequel en fait chaque film propose de faire un parc, puis pendant 1h30 à 2h nous abordons lamentablement l'échec du parc, ce qui nous incite à voir là-dedans l'éternel retour du même et donc une façon de de la résilience en fait. Le film s'adresse aux créateurs, aux artistes qui vont tenter des choses, les rater et les refaire toujours. Et en cela, on peut voir dans le dernier Jurassic World, en même temps que Nietzsche, une certaine vision schopenhauerienne, je dirais, de l'existence, où la vie oscillerait toujours en permanence entre la souffrance et l'ennui. Ce qui est bien sûr le ressenti que nous avons vu quand nous avons vu ce film. Alors, quand on parle de Nietzsche, bien sûr, on ne peut pas faire l'impasse sur, évidemment, les nazis. Et donc là, encore plusieurs pistes typées. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la création des dinosaures, sinon tout simplement de l'eugénisme, fait par un docteur qui semble asiatique, ce qui nous fait bien sûr penser aux Japonais, alliés de l'Axe. Alors d'autres éléments aussi, les initiales de Steven Spielberg égale SS, coïncidence, je ne pense pas. Aussi, l'action se déroule au Costa Rica, au début du film, et ensuite sur des îles proches de l'Amérique du Sud. Alors on peut y voir bien sûr la continuité en fait, du plan en fait, des anciens nazis qui sont partis s'installer au Brésil, d'où leur ambassade. Du coup à ce moment-là, John Hammond du coup, est un ancien nazi qui s'appelait Johann Hammond et qui refait du coup la même chose à un nouvel endroit. Et là encore, on est toujours dans cette poursuite de on refait la même chose. Peut-être le film nous dit que du coup les nazis sont bloqués et qu'ils font un peu toujours la même chose, ils tournent en rond. Voilà. Et que le génocide des dinosaures, il y a des milliards d'années, du coup, qui veulent reproduire avec les juifs, tout simplement peut-être du déjà vu, du banal. Est-ce que c'est un jugement que pose Steven ? La question reste. Mais délaissons encore cette interprétation pour, je pense, la vraie, en fait, vérité du film, qui est un remake, en fait. Parce que qu'est-ce que Jurassic Park, sinon un simple exercice de style avec le magicien d'Oz. Alors, il faut du coup se placer du point de vue des enfants. En fait, au tout début du film, il faut imaginer que les deux enfants ont pris une quantité massive de drogue et qu'ils sont complètement chépères. Et du coup, en fait, ils sont dans un zoo tout à fait normal et ils ont l'impression de voir des dinosaures et de vivre des actions fantastiques. Mais en réalité, non, ils sont juste drogués. Et les indices de ça sont ces scènes fantastiques avec le tricératops sur lequel on peut respirer et puis se soulever avec. On se souvient du sourire béat de Alan Grant à ce moment donné. Qui d'autre qu'un drogué ferait un tel sourire juste à l'idée d'entendre un animal respirer ? Mais la vraie preuve réside dans une scène très précise à la fin du premier où, après avoir vécu tant d'aventures, il se précipite en cuisine pour se faire une grosse fonce d'ailes avec du sucre sur une table remplie de trucs à manger. Et là, c'est clair, du coup, le film est évident à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi pour un drogué ? Eh bien, il y a de la paranoïa, et c'est là que surgissent les raptors, et cette scène dans la cuisine.
Et en fait, que sont les Raptors? Les Raptors, en fait, c'est les flics. Le magicien d'Oz, sous exta, tel est le propos de Jurassic Park. Et à la fin, ils s'en vont avec cette vérité dans leur cœur. Jurassic Park était dans leur cœur depuis le début. Merci Steven Spielberg, merci le cinéma. Je vous dis à la semaine prochaine où nous parlerons ensemble de Yamakasi pour la dernière de cette saison de grand écran. Je vous embrasse, c'était Mehdi, en duplex de l'ashram de Châteauroux. Merci Merci, Mehdi. Bravo pour ta chronique. Enfin, je sais, parfaite pour faire cette émission avec Dupieux. Je trouve qu'elle était parfaitement absurde. Donc on va. Voilà, maintenant on rebondit sur notre On va plan. rebondir sur Dupieux, ouais. On va quand même rebondir sur Dupieux. Donc, c'est un réalisateur, comme je l'ai dit, juste avant notre pause BO. Donc, c'était un réalisateur qui sait prendre des risques. Il a une esthétique très américaine. Comme on l'a dit un petit peu avant, c'est vrai que quand on voit par exemple Steak ou encore d'autres Tous ceux réalisés Wrong Cops, aux tous ceux États-Unis. réalisés aux États-Unis, en fait, il a un côté très en fait une explication, une esthétisation en fait qui permet facilement de jouer sur le côté. On va reprendre l'univers un peu américain, mais on va refaire à ma propre sauce. Pardon. Mais plutôt américain 80s, tu vois, tous les films Oui. série B 80s, Ouais. tu vois, il y a vraiment ce côté-là, surtout dans Wrong Cops. Ouais, je c'est un réalisateur de toute manière dans ses citations qui ne va jamais prendre des grands films. Non. D'ailleurs, comme la superbe phrase dans Réalité avec le personnage de Jason, donc Alain Chabat, qui va à un moment dire à sa femme Kubrick mes couilles, et qu'il l'a enregistré, donc après il le ressort avec le enregistreur Kubrick, mes couilles. Kubrick mes couilles. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai parce que ça l'intéresse pas. Je veux dire, Quentin Dupieux, je vois pas pourquoi il essayerait de refaire les grands films qui ont été faits. Déjà, je pense pas que lui-même se considère comme un grand cinéaste. Et puis, zut, quoi, on va arrêter de parler des mêmes choses. Par contre, effectivement, c'est ultra référencé, 70-80, des films de série B américains, quoi. Vraiment, il y a presque un côté, dans Wrong Call, je trouve qu'il y a un côté de la photographie dedans, presque revenge movie, tu vois, de l'époque. Et dans Rubber, il y a vraiment le côté sale qu'il pourrait y avoir dans un Wes Craven. Le signaler, en fait, c'est que ses premiers films, d'ailleurs, c'est surnommé la trilogie du 5D. Donc, pourquoi 5D? Parce qu'en fait, c'est un réflexe numérique Canon de grande qualité et moins cher, donc avec une logistique pas trop lourde et donc de facilité dans les mouvements. Ce qui a une particularité en plus, c'est que donc ça évite d'acheter des caméras ou de louer des caméras qui coûtent très très cher et d'avoir un budget beaucoup moindre et de facilement le tourner. Il faut savoir que Rubber a été tourné pour $500 seulement. Ouais, c'est ça. Voilà. Que dalle. Absolument que dalle. Mais c'est vrai que en fait dans Non-Film déjà on parlait un peu le français dans un espèce de désert américain, alors que dans Steak tourne à Montréal, les jeunes sont fringués comme dans un teen movies des 80s et parlent un mélange de français et un peu de novlangue inventé par le gang donc que l'on voit dans le film Les Shivers. Dans Wrong, le jardinier français du héros, donc incarné par Éric Judor, il baragouine en anglais dans un accent français à couper au couteau. Dans Non-Lieu, il y a des espèces de quiproquos, de jeux de langage absolument savoureux, pleinement dans l'absurde. Your palm tree become a pine tree. Donc voilà. Je pense qu'en fait même le côté absurde vient juste de cette blague en fait dans l'écriture. Ouais, de la langue. Et bah, faut pas. Et puis après, c'est quand même un Français qui arrive aux États-Unis qui n'est pas sa langue maternelle. Donc c'est quelque chose qui se retrouve aussi. Et même réalité. Donc les personnages peuvent transiter de l'anglais au français au sein d'une même séquence sans aucune forme d'explication. Parce que à part dans Wrong Cops où là c'est très, on sait qu'on est aux États-Unis, sinon il n'y a pas de marque d'espace, quoi. On ne sait pas dans quel pays ni quoi que ce soit, et ça n'a pas lieu d'être, ni dans le temps en fait, à quelle époque ça se passe. Exactement. Au niveau des costumes, Il ne va jamais jouer là-dessus. Il y a quand même des différences qui se font. Il y a différentes époques qui apparaissent à l'intérieur et on s'en moque, quoi. C'est vraiment, même si tu vas chercher dans le détail, tu trouveras pas plus de sens parce qu'il y en a pas à en trouver dans ce film, vraiment, dans ces films en tout cas. Oui, totalement. Par exemple, réalité, si l'on commence à croiser, à relier l'ensemble de ces scènes, on retrouve avec une espèce d'entremêlement de réalité pourtant incompatible. Le réel avec la recherche du gémissement, le rêve avec le patient d'Alice, le futur avec le Jason du futur et son film déjà achevé par on ne sait qui, et l'hallucination avec la séquence de fin dans la forêt, avec la fiction, avec le film tourné par Zog dont la jeune réalité en fait est le personnage principal. C'est ça. Alors réalité, moi je trouve que c'est son meilleur film déjà pour l'instant, à Dupieux. Au poste est bien aussi, mais il est retourné dans quelque chose de plus classique qui me parle moins. Réalité, on est vraiment
au-delà du non-sens, quoi. On a Ouais. quelque chose d'assez anxiogène tout le long avec la musique de Philip Glass qui passe en boucle. On a juste un cinéaste complètement perdu dans son projet de film, il n'a pas d'idée, et du coup perdu dans la narration même du film. Enfin, on est aussi perdu que lui, quoi. Et je trouve que c'est un des personnages, peut-être le personnage de la filmographie de Dupieux, celui joué par Alain Chabat, qui est le plus proche du ressenti du spectateur en tant que tel. Avec Wrong, mais c'est encore différent, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, vraiment, il est aussi perdu que le spectateur l'est. C'est-à-dire que tous les autres personnages dans le film réalité savent à peu près à un moment donné qu'est-ce qui va se passer. Le réalisateur Zog, lui, il dit attends, ça va arriver, tu vas voir, ça va venir. Le producteur, il est un peu perdu, mais après, il comprend et il comprend des choses que nous, spectateurs, on n'a Et toujours puis pas surtout, compris. en plus, il y a le principe même, c'est genre le producteur au début, il va se plaindre de Zog parce qu'il utilise de la pellicule pour rien. Il lui dit non, mais moi je veux qu'elle dorme en fait, mais elle a qu'à faire semblant, c'est un film. Non, je veux qu'elle joue dans la réalité. Je veux qu'elle soit dans la réalité, Voilà. qu'elle joue dans la réalité. Voilà. Et du coup, ça va rebondir. Et même la fiction va dépasser pour arriver dans la réalité aussi. Voilà. Avec une cassette vidéo qui va tourner, qui va Cassette apparaître bleue. dans la réalité, dans le film. Voilà. Et le film se termine avec une réplique qui n'a absolument aucun sens. Enfin non, qui n'a pas aucun sens, qui est absurde au premier abord, Oui. mais qui dit juste arrêtez de vouloir essayer de trouver quelconque solution ou de réfléchir. Non. C'est juste, vous avez mal au crâne, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, et le film n'en dira pas plus que ça. Et c'est juste, en tout cas, réalité, je trouve aussi bien dans le fond que formellement le plus abouti de Dupieux pour l'instant, quoi, vraiment. Parce qu'on a vraiment aussi ce style-là qui revient, vraiment cette photographie-là très terne, qui ne rehausse aucune couleur dans le film, tout est à peu près au même niveau. Les acteurs qui sont très justes dans le rôle, ça c'est une chose, mais les personnages qui sont toujours aussi dans cette quête de qu'est-ce qui se passe, où je vais, ou pas d'ailleurs, voilà. Et même l'intrigue du film, la problématique de trouver le cri, ne sera pas résolue à la fin. Ça, Et il faut savoir aussi le côté, en fait, l'absurdité de chez Dupieux peut provoquer finalement pas pour repousser. un effet pour repousser. Donc le côté hermétique, le cinéma hermétique de Dupieux, en fait, il est totalement aussi agencé. Je trouve qu'il l'est un peu dans réalité, peut-être parce que c'est une question de rythme. Mais par exemple, la particularité principale dans son cinéma, et on parlait des différentes influences, je parlais notamment de Blier et Lecomte pour Au Poste, mais l'influence principale de chez Dupieux, c'est totalement reconnaissable, c'est Luce Buñuel. Oui. Luce Buñuel, d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans l'une de ses pochettes d'album, donc il reprend l'imagerie de fameux, le fameux œil coupé donc dans le film de Buñuel. Du chien andalou. Du chien andalou, donc ouais, avec la mascotte de Flatteric qui est pareil, l'œil qui est prêt à se faire couper. Mais cette démarche surréaliste, en fait, qui a une légère touche de cynisme, notamment dans Wrong Cops, donc avec la façon de jouer, comme on l'a dit, sur le premier degré et l'absurdité, les gags, en fait, ils deviennent bizarroïdes. D'ailleurs, il le dit lui-même. La moitié des gags qu'il écrit, en fait, finalement, ça ne marche pas. Mais il les garde quand même. Mais il les garde. Ils sont pas drôles ces gags. Oui. Et surtout dans réalité, il y en a pas de drôle. Il y en a quoi. pas de Vraiment, à part le Kubrick mes couilles qu'on a ça, sorti. ça donne un aspect finalement un peu plus soit hermétique, soit finalement, comme tu l'as dit, un peu plus enfin un peu plus sérieux en fait. Il n'y a comme tu aucun l'as repère, quoi. C'est Oui. juste, il n'y a pas quelque chose. On peut pas se raccrocher à un genre de film. C'est pas possible. Surtout réalité. Là, il y a aucun. C'est pas une comédie, c'est pas un drame, c'est pas un thriller. En même temps, c'est tout ça à la fois, quoi. Et je dirais même que le type se permet justement, tu sais, dans la scène de la salle de cinéma où il projette le film, c'est clairement les personnages sont agencés de la même manière que dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, tu vois. Il est vraiment de même lorgner vers la nouvelle vague. Sauf que voilà, il a ces références-là, mais il ne va pas rester enfermé là-dedans, quoi. Et c'est quelque chose de pas, effectivement, de pas agréable. C'est les films de Quentin Dupieux, en tout cas pour réalité, il faut accepter de lâcher prise, quoi. Ouais, Il c'est faut ça. accepter de lâcher prise. Et c'est ça aussi le souci avec, je pense, certains cinéphiles qui ont un côté très hermétique avec Dupieux. C'est comme le principe même du montage et du rythme dans ces films. C'est-à-dire qu'en fait, il sait étendre le malaise avec un espèce avec un aspect assez nébulaire en fait finalement dans ce concept. Je le trouve un peu trop à mon goût dans réalité.
Je peux comprendre. Mais On a une scène déjà dès le début de réunion entre le réal et le producteur voilà. qui s'attarde sur des choses où on n'en a rien à foutre, de fumer une clope, de faire, de prendre une boisson, et qui reviennent. Et la scène, elle dure, je crois, 5-10 minutes et ça tourne en rond. Et à la fin, ils n'auront pas dit grand-chose de plus qu'avant. C'est comme ça, mais je peux comprendre qu'on reste hermétique. Le défi relevé de façon par réalité, c'est s'avère de pousser au maximum ce consentement de suspension de la crédulité. Ça, il le joue totalement là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les séquences où, à un moment donné, le personnage de Jason, en fait, il appelle Jonathan Lambert, en fait, il se retrouve face à lui, en même temps, il y a le côté où on va jouer sur la réalité, jouer sur la fiction, et ainsi de suite. Mais aussi, l'une des particularités, je trouve, à fort dans ces films, et je pense que ça se voit de plus en plus, et peut-être même en France, je l'espère que ça se verra aussi dans le Dain, c'est la façon dont il utilise le casting avec maintenant plein de gueules, on va dire les seconds couteaux, les vrais acteurs aussi qui sont là pour leur démarche, pour leur voix, pour leur gueule. Je parlais notamment donc de Ray Wise dans Broncops, mais peut-être que finalement la mention spéciale à retenir chez Dupieux, c'est Marc Fraise. Marc Fraise, qui est un humoriste français récent, et qui a un côté très Dupieux en fait, et que c'est normal de le voir dans ses films. Je sais pas si vous les avez déjà vus sur scène, je vous invite vraiment à regarder ses sketchs sur scène parce que il vous prend pas dans le sens du poil. Ah non. Il a une attitude, une manière de parler qui est, il me veut pas du bien ce type. C'est pas drôle. En plus, ses blagues, elles sont volontairement à côté de la plaque, quoi. Du coup, il y a un côté très Dupieux. Et du coup, le fait qu'il soit dans Au Poste, chaque fois qu'il parle, chaque fois la manière dont se tenir, il a un élément du décor dans Au Poste. Il est tout à fait à sa place. Après, c'est le cas de tous les comédiens, quoi. Je veux dire, que ce soit Poulvord ou Grégoire Ludwig dedans, voilà, ils se mettent au niveau du film. Mais Marc Fraise rajoute une absurdité, un univers absurde et qui fonctionne très très bien. Totalement. Et je sais pas s'il sera dans le Dain par contre, j'espère quand même. Non. Il y a Dujardin, il y a Adèle Haenel. Ouais, c'est déjà bien. Et d'autres gens que j'ai pas retenus. Non, moi non plus. Et un blouson. Si, ils aiment bien dire qu'il y a un blouson quand même. Il y a un blouson andin. Ouais, on verra bien. De toute façon, on en reparlera à la revue critique du Dain. Exactement, parce que finalement, est-ce que ça va être le moment de la reconnaissance chez Dupieux ? J'ai envie de dire que c'est un réalisateur qui va toujours être underground, donc vaut mieux qu'il reste underground. Mais Au Poste, c'est son premier film enfin tourné en France, et le Dain finalement est seulement le suivant. Et quand on voit les 3 derniers films, il a quand même tourné avec Chabat, avec Poulvord et avec Dujardin. Il y a une reconnaissance, c'est un sacré trio. Qui commence à se faire en France. Et je trouve que c'est un réalisateur qui, comme Gaspard Noé, est utile dans le paysage cinématographique français. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste nécessaire. Et le Dain me rassure vraiment, d'après les visuels, les bandes annonces que je vois, se rapproche plus d'un réalité qu'un Au Poste. Et ça me rassure vraiment qu'ils repartent. Il y a même un côté, j'ai l'impression qu'il va y avoir un côté slasher à la Rubber aussi. Et du coup, ça me rassure qu'ils rentrent vraiment dans l'art, quoi, maintenant. Réalité, c'était déjà le cas, mais il ne l'avait pas fait en France. Mais maintenant, voilà, il vient, il prend un acteur comme Dujardin qui a l'air de faire d'être flamboyant dans un univers de Dupieux d'ailleurs, le peu qu'on voit. Je pense que c'est un acteur qui est fait pour quasiment. Et qui est populaire aussi. Oui. Et là, ça va attirer aussi des nouvelles personnes. Il faut remarquer, Dujardin, depuis quelques temps, il fait déjà pas mal de films avec des réalisateurs, on va dire, plus dans le côté, moins dans... qui sont absolument pas, de la prise de pas risque, tendance, en fait, qui sont dans la prise de risque. Ouais. Il a quand même aussi participé dans le film de Delépine et Kerverne. C'est pas rien. Donc non, c'est un réalisateur quand même à suivre. Voilà, I feel good. Pour le coup, donc on va s'arrêter là-dessus. On revient donc la semaine prochaine. Ce sera la dernière de la saison. Donc on fera notre revue critique. On parlera notamment du Dain, mais autre chose. Peut-être Détective Pikachu. Je rigole. Peut-être pas. Tu rigoles. Voilà, essayez. Donc revient donc la semaine prochaine. On termine donc avec un morceau issu du film Wrong, un morceau de Resolution, un morceau de Tahiti Boy, et The Palm Tree Family. Et pour le coup, on vous conseille, on va vous conseiller quand même de regarder les films de Dupieux. On vous conseille de les regarder, de toute façon, au moins de s'aventurer. C'est bien de commencer par Rubber, j'insiste là-dessus. Ouais. Et surtout, qui sont actuellement, normalement, si je dis pas de bêtises, sur Arte, mercredi, si je dis pas encore de bêtises, ils sont encore disponibles sur Arte Cinéma, sur la page YouTube de Arte Cinéma. Regardez, il y a vraiment des choses intéressantes sur cette page. Pour le coup, on s'arrête là-dessus. On revient la semaine prochaine. Salut Seb. Ciao, à la semaine Salut prochaine. Thomas, et à la semaine prochaine. Et encore merci à Mehdi de Châteauroux.